Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de correction du test blanc numéro 1 appréhendé du programme Battre le Taj Maj. Test blanc numéro 1 où l'idée c'était de faire un panorama de ce qu'on peut retrouver comme type de questions au Taj Maj dans les 6 sous-tests de l'épreuve. Je vous conseille de le faire en temps illimité. Pourquoi ? Parce que ça vous permettait de voir ce que vous étiez capable de reconnaître instinctivement comme type de question, comme méthode, et à l'inverse, ce sur quoi vous alliez avoir besoin de travailler dans les cours pour traiter les questions. Parce que temps illimité, au fond, ça vous permet de savoir si une question de calcul, par exemple, vous pouvez la traiter en 5 minutes. Ce qui veut dire qu'au fond, vous savez la traiter même si vous ne savez pas la traiter pour l'épreuve, parce que dans l'épreuve, vous devrez la traiter en 1 minute 20, ou si vous ne savez pas du tout la traiter. Si vous savez traiter une question en 5 minutes, très bien, il suffit juste de passer à 4, 3, 2 et 1 minute pour vous améliorer. Si vous ne savez pas du tout la traiter, vous avez besoin de méthode. Et c'est la même chose dans les 6 sous-tests de l'épreuve. Cette correction fait partie du programme Battre le Taj Maj qui vous prépare à l'intégralité de l'épreuve avec des tests blancs, mais aussi avec des exercices, des milliers d'exercices et des cours. Dans les 6 sous-tests de l'épreuve, une cinquantaine de cours, tous accessibles gratuitement en vidéo. Le lien vers le programme pour plus d'informations apparaît en bas de l'écran, tout comme le lien vers ce test blanc numéro 1, si vous le découvrez par cette vidéo et que vous n'avez pas encore pris connaissance des questions. Une des compétences importantes en compréhension de texte, ça va être de savoir classer les textes par niveau de difficulté pour savoir dans quel ordre on les traite. Ça, c'est quelque chose que l'on voit dans le cours de compréhension de texte, je pense notamment au cours T201, que vous pourrez aller voir ultérieurement. En tout cas, je vous avais facilité la tâche ici, je vous avais mis les textes par ordre de difficulté. Par ordre de difficulté, ça ne veut pas dire du plus simple au plus difficile en termes de thème de texte ou en termes de niveau de langue, mais tout simplement, est-il facile ou difficile de trouver une réponse aux questions et avec quelle certitude on peut la trouver. Le texte 1, c'était donc un texte où on nous parlait de l'interdiction des OGM dans la vallée d'Aoste, en Italie. On nous disait que le Conseil de la vallée a approuvé une loi qui stipulait l'interdiction absolue de cultiver des OGM dans tout le territoire de la vallée d'Aoste et qui introduisait des grosses amendes pour les gens qui ne respectent pas cette législation. Et on interrogeait Claude Restano, qui est rapporteur du projet de loi d'interdiction, et qui disait que des mesures de coexistence, OGM, non-OGM, ne pouvaient pas empêcher la présence involontaire d'OGM dans les cultures bio et dans les cultures conventionnelles, et qu'il y avait donc un danger élevé de contamination de ces cultures par les OGM, et que ça pouvait causer de graves dommages à l'environnement, aux ressources naturelles et aux cultures d'une manière générale. Les agriculteurs qui cultiveraient les OGM malgré l'interdiction devront arracher les plantes cultivées et les éventuelles semences, si elles venaient à être découvertes ou produites. S'ils ne le font pas, le CFR, Corps forestier régional, interviendrait et détruirait, donc arracherait les plantes à leurs frais. Et ces sanctions pourraient atteindre jusqu'à 500 000 €. Le débat qui a mené à l'approbation de la loi a vu l'amende minimale modifiée. Elle était au départ de 50 000, elle est passée à 5 000. Et cette modification-là a été apportée suite à la requête d'Alexandre Nogara, qui a lié son vote à celui de son groupe et en annonçant une abstention au départ parce qu'il jugeait que 50 000 c'était trop élevé. Après la retouche, tout le monde était d'accord et la loi a été approuvée à l'unanimité. Alors quelles étaient les questions ? Première question, quelle est la principale motivation de la loi interdisant la culture des OGM dans la vallée d'Aoste? Garantir l'intégrité des cultures faisant l'objet d'une appellation communautaire. Alors, c'est pas la principale, on nous dit bien notamment pour, donc c'est pas la principale. Limiter la fragmentation de la propriété foncière. Non, on s'en fiche de la fragmentation de la propriété foncière, on dit seulement que c'était un frein à la coexistence OGM-non-OGM. Prévenir la contamination des cultures conventionnelles et les conséquences de cette contamination, oui exactement, parce qu'on disait des mesures de coexistence ne pourraient empêcher la présence involontaire des OGM dans les cultures conventionnelles et biologiques. Permettre aux États membres de l'Union européenne d'infliger des amendes aux producteurs de semences OGM, non, c'est totalement hors cadre. On ne sait même pas si on pourra, dans la vallée d'Aoste, mettre des amendes aux producteurs de semences, ce qui constitue, on va dire, le délit. Si tant est que c'est un délit, c'est de les utiliser, pas de les produire, donc non. Et encourager le développement de l'espace forestier, aucun rapport, non. Nous pouvons affirmer, question 2, avec certitude,
qu'une des 5 personnes suivantes a participé au scrutin et a voté en faveur de la loi concernant l'interdiction des OGM dans la vallée d'Aoste. Qui? Alexandre Nogara, Claude Restano, Auguste Rolandin, le président de la région et le président du corps forestier régional. On peut éliminer tout de suite Auguste Rolandin et le président de la région. Pourquoi? Parce que Auguste Rolandin, c'est le président de la région. Alors, si la réponse Auguste Rolandin était vraie, ça veut dire que la réponse président de la région serait vraie. Et inversement, on peut avoir une seule bonne réponse en compréhension de texte et dans les 6 ou des usages d'une manière générale. Donc, il ne peut y avoir 2 bonnes réponses. Ça veut dire que les 2 sont forcément fausses. Le président du corps forestier régional, on n'a aucune info pour le dire, donc on peut éliminer cette réponse. Et il nous reste Alexandre Nogara et Claude Restano. Alors Claude Restano, il est le rapporteur de la loi, on a envie de dire qu'il a voté pour. Oui, mais est-ce que dans la législation du Parlement de la vallée d'Aoste, le rapporteur des lois peut-il voter? On n'en est absolument pas certain. Par contre, on est certain qu'Alexandre Nogara a voté pour, parce qu'on nous disait qu'il a annoncé une abstention initiale, et ensuite il a été mis d'accord et a voté avec son groupe pour la loi parce que la modification avait été apportée. Donc Alexandre Nogara, on est certain qu'il a voté pour. Réponse A. Question 3. Selon le rapporteur de la loi, d'éventuelles mesures de coexistence n'étaient pas envisageables. Pourquoi? Le climat de la vallée d'Aoste ne s'y prêtait pas. La fragmentation de la propriété foncière rendait probable la présence d'OGM dans des cultures non OGM, et l'Union européenne décourage fortement cette pratique. On nous disait en début de texte, considérant l'agencement climatique et la fragmentation de la propriété foncière, donc on citait bien les 2 premières raisons. L'Union européenne décourageait cette pratique, on n'en parle jamais, donc 1 et 2, et c'est la réponse B. Question 4, qui décidera du montant des amendes infligées aux agriculteurs s'ils violent la nouvelle loi? L'Union européenne, le corps forestier régional, le Conseil de la vallée ou les forces de l'ordre? Ou on ne peut pas le savoir, réponse E. Alors, le corps forestier régional, c'est celui qui fera les travaux, d'accord, qui arrachera les plantes aux frais des agriculteurs, mais on ne sait pas qui jugera du montant des amendes. Des sanctions qui peuvent atteindre jusqu'à 500 000 euros. Donc, ce n'est pas lui, le corps forestier régional, a priori. L'Union européenne, Conseil de la vallée, forces de l'ordre, on n'en sait rien. On ne peut pas le savoir. Réponse E. Et enfin, question 5. Quel amendement a permis d'emporter le vote de M. Nogara? Le report de l'application de la loi 2017, l'instauration d'une amende forfaitaire de 50 000 euros, le plafonnement des amendes à 500 000 euros, la réduction de l'amende minimale à 5 000 euros, ou la mise en place d'un régime d'exception pour les agriculteurs situés en périphérie de la vallée. C'était clairement dit dans le texte, lors du débat, l'amende minimale a été modifiée, passant de 50 000 à 5 000, modification apportée à la requête d'Alexandre Nogara. Donc, la réduction de l'amende minimale à 5 000, réponse D. Deuxième texte, on avait l'interview d'un patron d'entreprise, d'Alexandre de Juniac, président d'Air France, qui nous parlait de l'avenir d'Air France et de l'évolution. En premier lieu, l'intervieweur lui demandait comment il allait améliorer la qualité de service qui était sa priorité. Il disait qu'il était en train de faire des efforts et de les maintenir pour se hisser sur le podium mondial de qualité de service, notamment en investissant pas mal d'argent pour équiper les avions, par exemple changer tous les sièges des Boeing 777 d'Air France. Ensuite, on lui demandait comment il voyait l'évolution du transport aérien. Il disait que c'était un sujet de souveraineté, qu'il imaginait mal les pays lever les obstacles réglementaires qui empêchent aux investisseurs internationaux de contrôler les compagnies nationales. Et il disait donc que, à son avis, il y aurait 10 à 12 grandes compagnies intercontinentales dans les prochaines années, et que autour de ces compagnies graviteraient 2 ou 3 grandes compagnies low cost par continent. On lui demandait enfin pourquoi la montée en gamme est stratégique pour Air France, et il disait que c'était un choix rationnel au vu des coûts et de la notoriété de la marque Air France, qui doit véhiculer des valeurs de luxe, d'excellence et de haute qualité. Face aux compagnies du Golfe, aux compagnies d'Asie, les compagnies européennes et donc Air France ne peuvent pas rivaliser sur les prix, et il faut proposer un service à haute valeur ajoutée. Il est également convaincu que cette histoire d'art du voyage à la française plaît pas mal à la classe moyenne et supérieure des pays émergents, notamment la Chine, qui constituent et constitueront une part croissante de ses clients. Il disait enfin que, comme c'était la fin de la crise, les politiques de restriction budgétaire des grandes entreprises allaient sans doute sauter, et que les compagnies aériennes devaient le prendre en compte. Les compagnies low cost le prenaient déjà en compte. Elles avaient commencé à proposer plus de services, plus d'options, à desservir les aéroports principaux et plus les aéroports secondaires, et qu'ils pensaient que les dirigeants de ces compagnies low cost avaient compris qu'ils étaient parfois allés trop loin.
Première question, on nous demande quel montant d'investissement Alexandre de Juniac annonce pour améliorer la qualité de service d'Air France, 200, 400, 500, 700 ou 900 millions. C'était 500 millions, clairement dit dans le texte, nous investissons près de 700 millions pour améliorer notre qualité de service, 200 millions pour KLM et 500 millions pour Air France, donc réponse C. Question 7. Quelle est la raison principale de la montée en gamme d'Air France? La demande de la clientèle aisée du Golfe et d'Asie, l'impossibilité de demeurer compétitif sur le prix des billets face à certaines compagnies étrangères, la volonté de conquérir la classe moyenne des pays émergents, le développement des compagnies low cost ou l'anticipation de la fin des restrictions budgétaires des politiques voyage des entreprises. C'était la réponse B, l'impossibilité de demeurer compétitif sur le prix des billets face aux compagnies étrangères. Il nous disait très clairement, face aux compagnies du Golfe ou d'Asie, les compagnies européennes ne peuvent pas rivaliser sur les coûts. Il faut proposer un produit à haute valeur ajoutée pour justifier nos prix. Le fait de conquérir la classe moyenne ou la demande des clientèles aisées, c'était plus une conséquence qu'une cause. Question 8. Pourquoi Alexandre de Juniac estime-t-il que le contrôle des grandes compagnies aériennes ne sera pas transféré dans les mains d'investisseurs internationaux? Proposition A. Parce que les nations ont mis en place des obstacles réglementaires pour conserver le sentiment de fierté nationale que constituent les grandes compagnies aériennes. Alors ici, celle-ci, elle est piégeuse parce qu'elle reprend les termes du texte, les obstacles réglementaires. Mais évidemment, s'il y a des obstacles réglementaires, c'est pas pour conserver la fierté qu'apporte le fait d'avoir une grande compagnie dans son pays. C'est pour la souveraineté, c'est différent, la souveraineté et la fierté. Parce que les compagnies aériennes devancent leurs besoins de capitaux par la compétition, aucune info là-dessus. Parce que les grandes compagnies du 21e siècle, compagnies du Golfe et asiatiques, n'ont pas besoin de capitaux supplémentaires. Aucune info, parce que le contrôle des compagnies aériennes assure aux pays leur indépendance. Évidemment, c'est ça l'enjeu de souveraineté, c'est l'indépendance des pays. Ou alors est-ce que leurs investissements se dirigent vers les compagnies low cost, des grands investisseurs internationaux? Aucune information là-dessus, donc réponse D. Dans le contexte du texte, quel serait le meilleur antonyme de rationnel? Rationnel, quand est-ce qu'on en parlait? On disait c'est un choix rationnel compte tenu de nos choix, de nos coûts, et eu égard à la notoriété de la marque Air France qui véhicule des valeurs de luxe. Et face aux compagnies du Golfe ou d'Asie, les compagnies européennes ne pouvaient pas rivaliser sur les coûts. Donc le choix de la montée en gamme est rationnel parce que, au fond, on était obligé de le faire vu nos coûts. Donc rationnel ici veut plutôt dire entre les lignes imposé par les événements. Donc que tout autre choix aurait été complètement déraisonnable. De toute façon, on cherchait un antonyme. Réfléchi, judicieux, c'était plutôt des synonymes de rationnel. Empirique également, si on disait que c'est parce qu'on a étudié le marché, c'est donc empirique notre choix, et méthodique, pareil, c'était plus proche de rationnel que de son antonyme. Déraisonnable, c'était la seule réponse qui convenait, réponse C. Et enfin, question 10, comment peut-il conclure sa dernière phrase, Alexandre de Juniac, qui est, par ailleurs, en sortie de crise, il y a des nombres de restrictions budgétaires qui vont être levées. C'est ce que les low-cost ont anticipé en proposant plus de services, plus d'options, en essayant de se développer sur les aéroports principaux. Les dirigeants de compagnies à bas coût ont senti qu'ils étaient allés trop loin, ne serait-ce qu'en facturant l'enregistrement des bagages plus cher que le vol, en interdisant les animaux de compagnie à bord des appareils, en interdisant les échanges de billets à moins de 48 heures du décollage, en limitant l'espace entre les sièges au minimum légal de 72 cm, ou en vendant des calendriers érotiques au cours des vols. L'idée du paragraphe, c'est quoi? C'est que les low-cost ont réussi à gagner une clientèle d'affaires et ils veulent la conserver. Qu'est-ce qui intéresse la clientèle d'affaires? C'est pas tant l'espace entre les sièges, les calendriers érotiques ou encore moins le fait de voyager avec son animal de compagnie. Ce qui les intéresse, c'est de la flexibilité, donc les échanges de billets à moins de 48 heures du vol. Les coûts, donc l'enregistrement des bagages qui coûtent cher, c'est quelque chose qui les intéresse également, mais on nous dit que les restrictions budgétaires sont en cours d'être levées, donc ce qu'ils veulent maintenant, c'est quand même plus de la flexibilité. Donc réponse C, ne serait-ce qu'en interdisant les échanges de billets à moins de 48 heures du décollage. Enfin, troisième texte, qui était le plus complexe, pourquoi? Parce que c'est des questions qui demandaient un peu d'analyse, qui n'étaient pas directement dans le texte, où on devait un peu réfléchir. On nous parlait de Jeff Koons, l'auteur disait, prononcer dans un dîner mondain le nom de Jeff Koons, les avis seront probablement divergents, les mots génie, escroc comme charlatan voleront dans l'air. Il nous disait que depuis le début de sa carrière, Koons a créé la controverse, par exemple pour ses ébats sexuels avec la Cicciolina, le fait qu'il a été exposé dans des lieux classiques comme le château de Versailles et qu'il est l'artiste préféré des financiers. Il nous explique ensuite que Jeff Koons est un ancien trader qui s'est lancé dans l'art en assumant sa démarche, faire de l'art une valeur marchande, donc gagner beaucoup d'argent. Et que des artistes tels que Van Gogh, morts dans la misère sans vendre aucun tableau, ont mis dans la tête des gens l'image d'un artiste totalement détaché du monde matériel
et a fait naître un sentiment de méfiance envers ceux qui disent oui, je veux gagner de l'argent à haute et intelligible voix. C'est ce que je désire le plus, gagner de l'argent et de préférence le plus vite possible. James Coons est donc dans une démarche warholienne, nous dit-il, la création d'un personnage public que l'on envoie au front pour se cacher derrière lui, et qu'il a beaucoup de références au pop art et à Andy Warhol. C'est pas un novateur, nous dit-il, mais il est difficile dans un monde de l'art où tout a déjà été fait de faire du nouveau. Il nous dit aussi que l'art moderne a toujours été sujet à discussion parce que devant une œuvre de Picasso, on dit souvent « mon fils de 4 ans pourrait en faire autant ». Enfin, il nuance quand même un peu son propos en disant qu'on peut s'interroger sur la congruence de sa démarche artistique parce qu'en filmant les ébats avec la Cicciolina pour décréter que nous sommes tous des voyeurs en la montrant comme une nymphe pornographique, on peut douter du fait qu'il prétende confronter le monde à sa réalité. Question 11. Comment un détracteur de Jeff Koons qualifierait-il cet article? Réquisitoire naïf, plaidoyer injustifié, diatribe incohérente, pamphlet partisan ou éloge pathétique. Réquisitoire, diatribe et pamphlet, on est dans l'attaque, dans l'insulte. Alors, un grand adorateur de Jeff Koons verrait peut-être une attaque là-dedans, même si ce n'est pas une attaque très forte, mais à l'inverse, un détracteur de Jeff Koons, il ne verrait pas du tout une attaque, il y verrait plutôt une défense de Jeff Koons. Donc, est-ce que c'est un plaidoyer ou un éloge? La question, c'est de savoir si un détracteur, même virulent, considérerait cet article comme un éloge, alors que pourtant, il est quand même relativement nuancé. Donc je pense plutôt qu'un détracteur de Jeff Koons dirait que c'est un plaidoyer totalement injustifié. Réponse B. Question 12. Selon le raisonnement de l'auteur, la philosophie de Jeff Koons lui a valu une image similaire à celle d'un maire de grande ville avouant avoir perçu des commissions en espèces provenant de sociétés de travaux publics, d'un homme d'église reconnaissant faire appel au service de prostituées, d'un trader annonçant dans un hebdomadaire le montant indécent de son bonus annuel, d'un chanteur populaire reconnaissant être cocaïnomane, d'un directeur de laboratoire pharmaceutique avouant avoir commercialisé un produit qu'il savait inefficace et dangereux. Alors, sa démarche, c'est quoi? Elle est choquante de dire « je veux faire de l'argent, je veux faire de l'argent » et le plus vite possible. Mais elle est également en contradiction totale avec le stéréotype de l'artiste qui est détaché des contingences matérielles. Alors, quand on a un maire qui s'en met plein les poches, quand on a un trader qui s'en met plein les poches, un chanteur populaire qui s'en met plein le nez, ou un directeur de laboratoire pharmaceutique qui commercialise un produit inefficace et dangereux pour s'en mettre plein les poches, on est sans doute dans une caricature grossière, mais on est quand même assez proche du stéréotype. Et l'homme d'église qui fait appel au service de prostituées, eh bien, on est à l'exact opposé du stéréotype qu'on a de l'homme d'église pieux. Donc réponse B. Question 13. Quel pourrait être le titre donné à cet article? Jeff Koons, génie incompris. Jeff Koons, artiste avant tout. Jeff Koons, le nouveau Warhol. Jeff Koons, le parfait bouc émissaire. Jeff Koons, génie et escroc à la fois. Alors, génie incompris, le nouveau Warhol ou parfait bouc émissaire, c'est pas assez nuancé, c'est beaucoup trop fort. Il nous reste artiste avant tout ou génie et escroc à la fois. Génie et escroc à la fois, c'est nuancé, mais on est vraiment dans les deux extrêmes. Jamais l'auteur il nous dit que c'est un génie et jamais il nous dit que c'est un escroc fini. Donc artiste avant tout, je pense que c'est le meilleur titre réponse B. Question 14. L'auteur pense certainement que l'art moderne est souvent contestable pour son caractère naïf et simpliste. Il nous dit jamais ça. Trop subtil pour être compris par le grand public. Oui, il nous le dit. Mon fils de 4 ans peut faire le même devant un Picasso. Un art de copiste où chacun réinterprète Warhol. Il nous le dit plus ou moins. Il nous dit tout a déjà été fait dans l'art. On n'est plus qu'en train de copier. Une mode qui cessera sous peu. Aucun élément pour le conclure. L'apogée de l'expression artistique. Aucun élément pour le conclure. On hésite entre B et C, clairement. Mon fils de 4 ans peut faire la même chose, c'est beaucoup plus proche de trop subtil pour être compris par le grand public que quand il nous dit tout a déjà été fait, il faut vraiment extrapoler pour dire que chacun réinterprète Warhol. Koons réinterprète Warhol, mais les autres artistes on n'en sait rien, donc c'est B qui est le plus proche du texte. Et enfin la question 15, combien des 4 créations de Jeff Koons suivantes sont évoquées dans l'article? Les sculptures Balloon Dog, le homard gonflable géant exposé au château de Versailles, la série de photographies inspirées de Warhol ou le crocodile en plexiglas installé dans la Tamise, eh bien il y en a une seule, les structures Balloon Dogs.
Tout le reste ne vient pas du texte, d'accord? On nous parle vite fait du château de Versailles, de Warhol, tout ça, mais si vous identifiez l'exposition du château de Versailles à cet atroce homard géant qui était, je crois, dans la Galerie des Glaces, eh bien, vous faites appel à des connaissances personnelles. Et c'est ça qui est super dangereux dans la compréhension de texte. On vous demande de ne pas aller plus loin que le texte, d'aller strictement là où le texte vous demande d'aller. C'est d'ailleurs un des grands pièges qu'on aborde dans les cours de compréhension de texte. Si vous voulez suivre ces cours de compréhension de texte ou les cours dans tous les autres sous-tests de l'épreuve, je vous renvoie soit sur le site internet, soit sur la chaîne YouTube à laquelle vous pouvez vous abonner pour recevoir toutes les mises à jour. Si vous voulez nous suivre, vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux. Et si vous souhaitez continuer la correction, vous avez à gauche de l'écran le lien pour la partie suivante, c'est-à-dire le sous-test 2 de calcul, ou pour tous les autres sous-tests, si jamais vous ne voulez pas suivre cette correction dans l'ordre. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et si jamais vous la regardez dans l'ordre, je vous dis à tout de suite pour le sous-test de calcul.